à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette troisième partie des vidéos de fin 2021, début 2022. Vous savez que ça fait quelques années qu'il y a une blague avec cette chaîne, c'est que les tops sortent en février de l'année d'après et non pas en janvier, ou début janvier comme la plupart des chaînes. Et cette année, la blague va prendre vie, parce que je n'ai toujours pas terminé mes rattrapages. Je suis vraiment pas loin de la fin, c'est pour ça que je m'autorise ce genre de petit décalage. Je me dis, il me reste quelques petits films à rattraper, je peux prendre une semaine en plus pour avoir 4-5 jours en plus pour regarder des films, parce que après faut tourner les vidéos et les monter, mais je peux prendre 4-5 jours en plus pour regarder les films et qu'on va pouvoir finir mes rattrapages, parce qu'il y a encore des films dans ces rattrapages que j'ai envie de regarder, qui m'ont intrigué, soit parce que tout le monde en a parlé, soit parce que moi spécifiquement ils m'ont intrigué. Donc voilà, je n'ai pas encore fini les rattrapages de films, je suis vraiment navré, et du coup je peux pas faire top, flop et rattrapage des films. Donc tout ça, ça va venir en février, et je vous promets, ce sera pas étalé sur plusieurs semaines. C'est quand je vais commencer à les sortir, ce sera étalé sur plusieurs jours, parce que manifestement il y a des problèmes avec l'algorithme. J'ai eu quelques-uns de vos retours avec le bilan, il y a quelques problèmes avec l'algorithme YouTube. Si je sors tout d'un coup, ça va complètement foirer le truc, donc je vais les sortir genre à un jour d'intervalle chacun, peut-être maxi 2 jours d'intervalle chacun, le temps de finir un montage s'il y a un souci. Mais ça sortira beaucoup plus vite que ça, mais ce sera en février. Pour la première fois, voilà, la blague va prendre vie. Vous savez quoi, je vais faire un truc, je vais m'engager à ne pas faire la même chose pour l'année prochaine, parce que si je m'engage, ça me donne une deadline, un truc obligatoire à faire si je me suis engagé auprès de vous. Et donc du coup l'année prochaine, comme ça, je peux vous garantir que les top et flops sortiront en début d'année, en janvier ou en mi-janvier, maximum fin janvier comme je fais d'habitude, mais là c'est vrai que ça sort très tard, mais il fallait que j'en rattrape plein, parce que comme je vous avais dit dans le bilan, il y en a plein que j'ai loupé. Cela dit, il y a autre chose que j'ai vu dans l'année et que je n'abordais pas jusque-là dans les vidéos top et flop, c'est des séries télé. C'est beaucoup plus long, donc j'ai pas pu en faire autant dans l'année, d'autant que je regarde pas que des nouveautés, je regarde aussi d'anciennes séries ou des séries qui sont sorties il y a 1 ou 2 ans, là, juste pour me mettre un peu dans le bain, découvrir des trucs dont tout le monde a parlé il y a quelques temps par exemple. Et du coup, au total dans l'année, j'ai 14 nouvelles séries qui sont venues. Et donc juste ce qu'il faut pour faire un flop 5, un top 5, et rajouter quelques petits vermicelles arc-en-ciel, vous savez, au chocolat, les trucs qu'on met sur les desserts, avec 3-4 séries qui sont au milieu dont je pourrais parler, ce qui me permettra du coup de faire un semi-rattrapage, parce qu'il y a des séries du coup que j'ai vues dans l'année, mais dont j'ai pas fait de vlog, pour pouvoir mettre mon temps sur d'autres choses, et donc du coup j'en ai pas parlé. Donc voilà, je me suis dit, on va pouvoir faire avec cette vidéo, flop 5, le milieu, et le top 5. Un petit truc à signaler cependant, les tops de films sont toujours basés sur des notes que je donne aux films, pour moi, spécifiquement pour moi, je note les films de 0 à 4 étoiles, avec des notes intermédiaires entre les deux. Et pour les films, je pars toujours de 0 quand je fais les flops. En ce qui concerne les séries, comme il y en a beaucoup moins et comme elles m'ont pas spécialement dégoûté cette année, la plus basse note est à 2 étoiles. Donc, même la pire série de cette année, c'est moyen. Donc voilà, c'est pour ça le truc, c'est que vous allez trouver des séries que vous avez probablement pas mal aimées dans le flop. Faut bien penser que c'est pas un flop pour dire c'est de la merde, c'est un flop pour dire c'est ce qui m'a le moins plu. Mais c'est pas du tout les pires séries de l'année, c'est pas du tout quelque chose de terrible. Je vous dis, c'est 2 étoiles sur 4, c'est la moyenne. Donc voilà. Donc, on va pouvoir y aller, on va faire les flops, donc dans l'ordre, hein, 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, on fera les 4 du milieu, et ensuite 5, 4, 3, 2, 1 pour les tops. Passons tout de suite au flop 5. Foundation. J'ai déjà fait un vlog sur la série, vous pouvez aller le voir pour en savoir un petit peu plus. C'est une série que j'attendais pas mal parce que j'aime beaucoup l'univers qui est présenté dans Fondation, mais cet univers a pas mal changé, parfois en bien, parfois en mal, et du coup la série est extrêmement moyenne. Il y a quelque chose qui est génial, qui a été complètement rajouté à la série, c'est tout le truc autour de l'empereur et de ses clones. Ça c'est une des meilleures idées que j'ai vues dans une série de science-fiction depuis très longtemps, mais alors tout le reste c'est plutôt moyen. C'est pas extraordinaire, c'est un peu trop long, c'est un peu trop plan-plan. Ça a de la gueule dans certains plans, mais tu vois très bien que les plans sont disséminés, éparpillés, vraiment égrenés dans les 8 épisodes de la série pour donner l'impression qu'il y a un truc qui est cool. Mais grosso modo, c'est que du gros plan très rapproché dans des décors assez fermés, des trucs qui sont pas très larges, pas très vastes, etc. Donc voilà, j'ai été un tout petit peu déçu quand même par ce qu'a proposé Fondation. J'espère que la deuxième saison pourra se rattraper. Si en deuxième saison ça ne se rattrape pas, faudra accepter que non, c'est pas une bonne adaptation de Fondation et que c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Mais voilà, je vais pas en dire beaucoup plus que ça, de toute façon sinon la vidéo fera des heures si je me mets 10 minutes par série, donc comme là il y a déjà un vlog, voilà, allons-y, Foundation était numéro 5. Numéro 4. What up, we doing sci-fi stuff today? Star Trek Lower Decks, saison 2. Alors j'en avais jamais parlé jusque-là, j'ai fait une vidéo sur Star Trek Discovery il y a peu de temps, vous pouvez aller la voir du coup pour avoir mon avis sur la première des nouvelles séries de CBS Star Trek. Pour ce qui concerne Lower Decks, c'est donc une série d'animation, il y avait déjà une première saison l'année dernière, et donc la deuxième est sortie cette année. Et Star Trek Lower Decks, c'est sympathique, il y a des blagues qui marchent pas trop mal,
mais grosso modo, je rentre pas vraiment dedans. Le côté un peu plus humoristique, à mon sens, a du mal à marcher. Contrairement à The Orville, par exemple, où The Orville, mais cela dit, The Orville, le côté humoristique, il est vachement disséminé. C'est presque vraiment de la toute petite parodie discrète par moment, par-ci par-là, mais grosso modo, il y a quand même une bonne forme qui marche bien juste au premier degré dans The Orville. Là, du coup, le second degré dans Star Trek, sachant que c'est vraiment intégré dans le reste de la saga et qu'on parle d'autres personnages, etc., c'est un peu compliqué. Après, effectivement, quand t'es un fan de Star Trek, il y a certaines références, certaines blagues qui sont cool, et ils récupèrent certains trucs de certains épisodes pour les prolonger, pour poser d'autres questions ensuite et essayer d'explorer le truc. Mais c'est pas non plus un truc extraordinaire, c'est pas des personnages auxquels je suis très attaché, par exemple. Je trouve que c'est pas une excellente série, je trouve que l'animation est pas particulièrement belle ou particulièrement sympathique, ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça me branche pas trop. Cette nouvelle saison était sympathique, ça passait bien, exactement comme la première. Mais rien d'en tirer de plus, quoi. Donc voilà, pour moi, ça arrive du coup dans les flops. Passons au suivant, numéro 3. Squid Game, la fameuse série Netflix qui a déchiré tous les records de popularité de Netflix jusque-là, ce qui arrive régulièrement depuis 5 ou 6 ans, donc depuis le temps, il faudra se rendre compte que non, c'est juste une question de manipulation de chiffres ou de ce que Netflix veut bien déclarer. Encore une fois, les systèmes de VOD n'ont aucun moyen global de comptabiliser équitablement et de la même façon pour tout le monde les vues, les minutes regardées, le nombre de vues par un truc, etc. Donc en fait, chacun peut dire qu'il a fait son gros succès dans son coin en fait. Et comme c'est lui qui manipule les chiffres, comme c'est lui qui manipule les stats, comme c'est lui-même qui se réfère à ses propres trucs, ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc je suis pas du tout sûr que Squid Game c'est vraiment été le truc extraordinaire de l'année. Mais effectivement, c'était une série qui était plutôt pas mal. Cela dit, pour ce qui est du succès, si succès il y a eu, c'est quand même relativement évident quoi. C'est juste un mélange de Battle Royale et de Parasite. C'est Battle Royale avec un message social sur les riches, les pauvres, etc. etc. La série a une plus-value avec son côté graphique qui est extrêmement particulier, ce côté couleur extrêmement pétante, extrêmement marquée, les tenues complètement roses des soldats qui les contrôlent, les environnements qui sont jaunes, rouges, bleus, verts, etc. Enfin, c'est toujours des couleurs qui pètent de partout. Et il y a un côté effectivement logique avec ça, avec le côté jeu pour enfants, puisque du coup ils leur font jouer à des jeux pour enfants, mais qui sont devenus des métaphores du monde du travail et de la pauvreté, de la richesse, etc., et de la lutte des classes et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, comme c'est des jeux pour enfants, tu mets un univers coloré, crayonné, acidulé, etc., etc., avec des couleurs qui pètent de partout. Et c'est ça qui fait du coup un clash et un contraste intéressant entre le degré de couleur des décors et l'aspect sombre de ce qui se passe à l'intérieur, du coup. Les rapports entre les personnages pour le coup étaient vachement plus intéressants que dans d'autres séries que j'ai citées jusque-là. J'étais assez fasciné par la nana notamment qui est complètement barrée, qui se met au début avec le mafieux et qui est vraiment complètement folle dans sa tête. Évidemment il y a un côté assez touchant avec le vieux jusqu'à ce qu'arrive la fin de la saison, etc. Et le personnage principal est vachement sympathique. Pourtant ça démarre super mal parce que tu démarres l'épisode, tu vois vraiment que c'est genre c'est un déchet le mec quoi, il abuse de la gentillesse de sa mère, il fait rien de sa vie, il a 30 ou 40 ans, il a jamais rien fait, enfin, tu vois vraiment que le mec il est compliqué à apprécier même en général, si ce n'est le fait qu'il a envie d'aider sa fille aussi. Mais ils arrivent quand même au fur et à mesure de ses différentes réactions à ce qui l'entoure à trouver de l'empathie chez ce personnage et à le rendre extrêmement sympathique. Donc c'est vrai que tout ça marche très très bien, que t'as envie d'être dans cette histoire, t'as envie d'avancer. Les épreuves sont pas toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Effectivement par exemple le jeu des billes, c'est intéressant parce que tous les autres jeux sont vraiment des jeux où les enjeux sont extrêmement forts par le jeu lui-même. T'as le 1, 2, 3 soleil où si tu bouges tu te fais descendre par des mitraillettes, t'as le truc avec le chemin avec des plaques de verre et que tu peux passer au travers, etc. Donc tu fais une chute énorme et c'est très violent. Même le côté à la corde, le côté très stratégique, tirer sur la corde pour réussir à faire tomber l'autre équipe, etc., etc. Et ce jeu-là, c'est le jeu où pour le coup toute l'attention est mise dans les rapports entre les personnages. Il n'y a plus de question de le jeu est dangereux, tu peux crever. C'est vraiment juste, est-ce que tu vas trahir ton ami, est-ce que tu vas trahir cette personne, est-ce que tu vas machin, est-ce que tu vas manipuler. Et du coup ça c'était vachement intéressant. J'avais beaucoup aimé aussi le personnage du jeune immigré indien. C'était un personnage qui était très sympathique et surtout adorable. Tu sentais que c'était la gentillesse incarnée et du coup évidemment pour ce qui lui arrive dans la série, tu te dis bah c'est triste quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant à Squid Game. Après, comme je vous le dis, j'ai pas été émerveillé et choqué par tout ce que j'ai vu quoi. Je trouve que c'est très basique et très classique. C'est vraiment Battle Royale mélangé à Parasite. T'as dit ça, t'as toute la série quoi. Donc voilà, j'ai pas été marqué, j'ai pas été impressionné. J'ai été, cela dit, particulièrement déçu par la fin que j'ai pas compris. Le côté, finalement, je vais y retourner et puis je vais devenir grosso modo, je sais pas, la résistance ou un truc. Je trouve ça un peu particulier, justement, maintenant qu'il sait que sa vie est importante, etc. Bon, c'est très bien de vouloir gueuler contre, enfin de vouloir agir contre le truc,
mais on aurait aussi pu récupérer le truc du flic qui n'a mené à rien pour amener à une saison 2 ou un truc dans ce genre-là, et le faire comme ça avec le personnage qui avait joué au truc, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc particulier. Et notamment justement quand tout le truc est par rapport au fait qu'il faut qu'il se rapproche de sa fille aussi, qu'il soit un peu plus proche d'elle, etc. L'idée de bah non, finalement je vais t'abandonner, je vais retourner dans le truc où je risque de crever, enfin je sais pas, j'ai un peu de mal avec la fin, je comprends pourquoi ils l'ont faite, notamment parce que Netflix aime bien avoir des suites, et je comprends pourquoi ils l'ont faite, mais au niveau du sens qu'ils veulent donner à la conclusion, mais je trouve que ça marche pas, je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Passons au suivant, numéro 2. Falcon and the Winter Soldier. Donc ça, c'est une des séries que j'ai vraiment le moins aimé de l'année. C'était du coup une série Marvel, MCU, et je l'ai pas aimé parce que c'est égal à tout ce qu'est le MCU. Il y a déjà eu un vlog sur la série, donc vous pouvez aller le voir si vous voulez avoir plus de détails. Mais je trouve que c'est beaucoup plus proche de ce qu'ils ont fait dans les films, et donc beaucoup moins inventif et beaucoup moins intéressant. Il y a plein de problèmes de scénario, notamment dans la gestion de cette terroriste à la con, là, dont on n'arrive jamais à comprendre. Au final, est-ce que tu es censé la trouver touchante, sympathique, penser qu'elle a raison, qu'elle a tort, ou est-ce que tu dois penser que c'est un monstre, etc. Enfin, moi, personnellement, je pense plutôt que c'est une conne et un monstre, mais à part ça, voilà. Donc, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui sont très très mal foutus. Pareil, tout le discours à la fin sur comment est-ce qu'il faut se comporter pour gérer le monde, etc. Faut faire mieux, hein, messieurs les politiques, etc. Sans deck, t'es en train de révéler un truc. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé Falcon and Winter Soldier. Même la relation entre les personnages, je la trouve pas très intéressante. On découvre toute la famille, du coup, de Sam. Rien à branler de sa famille avec sa sœur et ses deux gosses, là, je me fous complètement du truc. Ils n'apportent rien à l'histoire, ils explicitent pas vraiment grand chose sur le personnage, ils sont limite utiles pour un truc, c'est pour montrer à quel point les jeunes générations peuvent être influencées par le symbole de Captain America et ensuite par Sam. Mais c'est vraiment le seul truc qui serve et franchement je trouve que c'est pas terrible. Je trouve que cette série est conne, et voilà, c'est une des séries que j'ai le moins aimé regarder cette année, mais la série que j'ai le moins aimé regarder cette année, c'est... Invincible, donc cette série d'animation qui est sortie sur Amazon Prime, je crois, pas sur Netflix, qui est une série... Le résumé de la série spoil ce qui se passe dès le premier épisode, mais c'est vraiment le seul truc qu'il y a de neuf dans cette série en fait. C'est une série de super-héros dans laquelle le super-héros principal réalise que son père est un méchant. Et c'est tout. Et c'est la seule différence qu'il y a avec une série de super-héros lambda en fait. Et moi les séries de super-héros et les super-héros en général, je n'aime pas ça. C'est quand même con à dire, hein, mais quand j'étais petit, quand j'étais gamin, à la limite je regardais Sailor Moon, ça encore ça passait, mais les Batman, les Spider-Man, les Tortues Ninja, les X-Men, je n'ai regardé aucune de ces séries quand j'étais gamin. Je regardais jamais les séries genre Smallville et les trucs dans ce genre là, ou toutes les autres séries qu'il y a pu avoir en live action ensuite à la télévision. J'aime pas le style super-héros, et cette série c'est vraiment juste ça en fait, et je pensais que toute l'histoire serait centrée sur le rapport avec son père, mais en fait non, c'est une histoire de super-héros, et puis dans l'histoire il y a le fait que son père soit en fait un super méchant. Mais c'est tout quoi, enfin il y a pas de... Y a rien de plus, sinon c'est des mecs qui vivent leur vie de super-héros, qui créent un petit groupe de super-héros, qui ont des amourettes de super-héros, puis qui ont des morts de super-héros, et qui ont des machins dans ce genre, et c'est tout quoi. Et si tu rajoutais pas le côté le père est un méchant et la violence et le gore, bien sûr, ce serait une série exactement comme toutes les autres, quoi. Et du coup, moi, ça me parle pas énormément, et la violence, simplement, m'attire pas dans une série. C'est aussi le fait que... Ce qui fait que j'aime pas The Boys. Vous verrez jamais The Boys dans mes trucs, parce que je les regarde même plus. Parce que c'est juste... on essaye de faire de l'humour qui est un peu gras et en dessous de la ceinture, en faisant exploser, par exemple, des gens avec des bombes dans leur cul, des trucs dans ce genre-là, et on met du gore, et donc comme il y a du gore, c'est censé être adulte, etc. Alors que c'est vraiment juste titiller votre fibre d'adolescent de base qui aime bien voir des slashers et de la barbaque et des machins, enfin c'est... Il y a rien de très intelligent et très créatif là-dedans. Le commentaire de The Boys, il est complètement con, c'est même pas un commentaire véritablement sur ce qu'on pourrait faire avec des super-héros, c'est plus un truc sur le monde de divertissement d'aujourd'hui, et du coup je trouve que c'est pas du tout adapté aux personnages tels qu'ils sont. Quand t'as des pouvoirs, t'as pas les mêmes soucis que d'autres personnes. Enfin bon, bref. J'ai du mal avec les trucs super-héros en général, et Invincible, j'ai trouvé ça d'un tiédasse et d'un inintéressant, enfin... inutile, quoi. Évidemment, il y a 3-4 scènes dans la saison qui ont marqué des gens, donc par exemple, effectivement, le massacre de la Justice League, qui est grosso modo la Justice League de DC, dans le premier épisode. Oui, effectivement, c'est très violent, c'est très gore, etc., etc., mais alors franchement, j'en ai rien à foutre, quoi. Tout le monde en parlait de cette scène, du coup. À un moment, tout le monde s'est mis à en parler, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder la scène, peut-être qu'elle est intéressante, etc. Et j'ai regardé la scène, et je fais, alors oui, une
chorégraphie sympathique, tu sens la violence du truc, tu vois comment est-ce qu'il arrive à en sortir. Je trouve que c'est toujours très con comment est-ce qu'il s'en sort avec l'homme élastique, qui a son cerveau genre qui se balade juste pile poil exprès là où le mec peut réussir à le choper pour essayer de le buter. Tu dis mec, fous le cerveau dans son dos et puis maintenant c'est bon quoi, tu l'as chopé. Mais bon, effectivement, il y a des trucs rigolos et sympathiques dans cette scène de massacre. Mais je trouve que c'est pas si impactant que ça, quoi. Personnellement, en tout cas, ça me touche pas, ça me marque pas de voir ces scènes de barbaque et ces scènes de mort et tout dans ce genre-là. Cette violence me marque pas spécialement. Quand c'est juste de la violence ultra frontale comme ça me semble beaucoup moins intéressant et ça me semble juste être du gore et peut-être un peu du torture porn. L'animation, je la trouve pas particulièrement belle. Je la trouve même assez dégueulasse. Il y a plusieurs reprises où tu vois des gros plans sur certains objets et où tu vois tous les pixels sur le bord du dessin, parce qu'en fait c'est un dessin qui a été fait en basse résolution, ils ont zoomé dedans ensuite au montage, et le dessin n'était pas fait pour être aussi proche, donc tu vois des pixels partout, tout flou et dégueulasse d'un truc de montage. Je me dis putain, ça c'est une série qui a du budget, qui a de la gueule, etc. sur Amazon Prime, mais ces plans sont dégueulasses, donc il y a plein de moments où j'ai trouvé que l'animation était pas très belle, et je trouve que ouais, l'intrigue est pas très intéressante, le personnage est pas très intéressant, t'as même pas le mystère justement de savoir que c'est son père qui a buté tout le monde. Peut-être qu'il a pas voulu entretenir le mystère parce que le comic existe déjà depuis longtemps et du coup dans le comics ça devait déjà se savoir et du coup il s'est dit que les gens allaient pas être surpris, mais enfin du coup moi ça m'a vachement moins donné envie de rester dans le reste de la série. Je me suis fait chier pendant le reste de toute la saison en fait, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier épisode. Et effectivement le dernier épisode, t'as des scènes de destruction qui sont assez dingues, tu pourrais difficilement les faire en live action, tu pourrais, hein, mais difficilement les faire en live action, ça coûterait un pognon monstre. Mais je trouve qu'on s'en est déjà rapproché avec Man of Steel par exemple. Mais même ça, finalement, je trouve que c'est pas particulièrement marquant en fait. Je me souviens de la scène effectivement où il est dans le métro et son père le prend par la tête et il le force à rentrer dans le métro et tous les corps explosent autour de lui, etc. Et je me dis, pourquoi? Quel est le but? Quel est l'intérêt en fait? Et t'as tout le truc, j'entends beaucoup de gens parler de cette scène et qui te montrent ça montre à quel point tous ces efforts sont futiles, avec à quel point les gens sont faibles, etc. Tu fais mais c'est le truc de base du super-héros ça, le fait que justement lui il est puissant et les autres sont faibles et c'est tout le dilemme de Superman. Et pourquoi est-ce que le mec fait un effort pour rester quelqu'un de sain d'esprit et de bien et de correct, etc. alors qu'il a le pouvoir de diriger tout le monde? Et en fait juste proposer le truc inverse, je trouve pas ça intéressant. Ça me rappelle exactement Brightburn, qui était le même délire. Et si Superman était méchant? Alors Brightburn c'était quand il était gamin, là c'est s'il était devenu adulte et qu'il avait eu un gosse quoi. Est-ce que après avoir un enfant avec Lois, Superman pourrait devenir méchant? Mais en fait, j'ai du mal avec ce concept de et si Superman était méchant, parce que c'est pas le concept de n'importe quel, de beaucoup de méchants qu'affronte Superman. Faut déjà qu'ils puissent s'affronter, sinon c'est juste, Superman il arrive, il fait ting et c'est bon et le mec il se barre quoi. Donc faut déjà que le mec soit assez puissant pour affronter Superman. Donc est-ce que tous les méchants sont pas et si Superman était méchant? C'est pour ça que je trouve ça complètement débile ce système de et si les gentils étaient méchants? Bah ce serait un traître et c'est tout quoi. Qu'est-ce que tu veux me faire casser les couilles? Oh mon dieu, ce serait extraordinaire, vous imaginez si on avait des pouvoirs et qu'on détruisait le monde? Et les méchants, ils font de quoi depuis le début, putain de merde? Je déteste ce concept, j'aime pas cette idée, et je trouve que ça donne jamais rien de très intéressant. Brightburn, j'avais pas aimé, et là, Invincible, c'est pareil, c'est la série que j'ai le moins appréciée de l'année. Ça reste moyen et tranquille. Si vous avez envie de passer un petit moment comme ça, vous passez le temps, ça marchera, mais alors franchement, je trouve que ça n'a aucun intérêt en dehors de ça. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'était sa copine qui peut contrôler la matière et qui se dit, bon bah du coup, au lieu de combattre le crime, comme vous, je vais aller combattre les inégalités, et je vais aller combattre la pauvreté, et je vais aller combattre la faim dans le monde, etc. Et donc je vais utiliser mes pouvoirs pour faire partie des trucs. Je me dis, mais putain, putain, il y a enfin un super-héros qui utilise ses pouvoirs correctement pour vraiment aider le monde. Et donc tu fais, bah oui, ça c'est très bien, mais en fait on la suit quasiment pas cette nana-là. Et très rapidement, elle a pas grand-chose à porter, et puis elle revient de temps en temps se battre. Mais putain de merde, s'il y avait une nana comme ça qui existait vraiment, mais ce serait la déesse du monde entier, il y aurait des religions qui se créeraient juste pour la soutenir et pour lui envoyer son appréciation, quoi. C'est la super-héroïne la plus importante du monde, mais elle est complètement au loin. Il y a tout le truc avec Cyborg que j'ai trouvé inutilement compliqué, cette histoire de se recréer un corps, en plus en piquant le matériel ADN d'un autre mec de leur Justice League, nouvelle Justice League, là où Young Justice. Parce que quoi? Parce que la meuf sortait avec à un moment et du coup il pensait pouvoir la... C'est un peu space. Pareil, la gamine qui est condamnée à rester, qui rajeunit à chaque fois qu'elle se transforme et qui du coup est condamnée à rester super jeune pendant très longtemps, et tu fais... Ça pourrait être vachement... apporter vachement de trucs intéressants, mais je trouve que c'est au final pas si exploité que ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas très intéressant, je trouve que ça part un peu en couille, et je trouve pas que tout ce qui choque beaucoup de gens et tout ce qui a fait marcher le truc pour une partie du public marche chez moi.
Voilà, donc ça c'était pour ce qui est du flop, des flops et du flop avec Invincible, et maintenant on va passer aux séries qui sont un peu entre deux. Alors je vous l'ai dit, déjà le flop c'était pas le pire truc que j'ai vu de ma vie, même dans cette année c'est plutôt moyen, et là du coup ces séries là, ça reste quand même des séries qui sont relativement cool. Mon échelle de notation c'est à chier, bof, mouais, cool, génial. Et voilà, c'est ça mon échelle de notation sur 5 en partant de 0 et en arrivant à 4 étoiles. Et du coup là on est constamment dans la catégorie cool, ou mouais cool, il y a une note intermédiaire, et je trouve ça marche bien comme truc, mouais cool, ça montre bien que t'es entre le mouais et le cool, enfin bon bref. Du coup voilà, toutes les séries que je vais vous dire maintenant, je les recommande quand même assez chaudement, et du coup Fondation aussi en fait un petit peu partie, hein. C'est au moins pour la curiosité, savoir un petit peu quel est l'univers si vous ne connaissez pas. Une des séries que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est It's a Sin. C'est une série qui a été réalisée par le mec qui avait créé la première série gay du monde, quasi, je crois qu'il n'y en avait pas qui existait avant, qui s'appelait Queer as Folk, qui a été créée en Angleterre à la base et qui ensuite a été adaptée aux États-Unis dans une beaucoup plus grosse série avec 5 saisons de une vingtaine à une dizaine d'épisodes. Je crois que ça a réduit petit à petit. Au début c'était une vingtaine et puis ça a dû réduire jusqu'à 10 ou 12 au fur et à mesure qu'on est arrivé à ce genre de série. J'avais adoré Queer as Folk, c'était une série que j'aimais beaucoup moins la version anglaise cela dit. Et donc dans It's a Sin, il revient à nouveau sur la vie de la communauté homosexuelle en plein pendant l'épidémie de sida quand elle a débuté. C'est-à-dire vraiment au début, quand on a découvert le virus, quand on pensait que c'était ce qu'on appelait un cancer, qu'on pensait même que ça s'appelait le cancer gay, puisqu'on pensait que c'était vraiment limité totalement à la population homosexuelle, on pensait pas que ça pourrait aller ailleurs, etc. Le sida, faut bien prendre en compte qu'on en parle beaucoup dans le cinéma LGBT parce que c'est quelque chose qui a fait avancer la cause LGBT. C'est parce que la communauté LGBT était en train de souffrir et était en train de crever à petit feu à cause de cette maladie qu'on a commencé du coup à la prendre en pitié et qu'on a commencé à faire attention à ses soucis, à ses besoins, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Et donc cette série porte sur l'arrivée du sida, et logiquement, je vous déconseille de regarder la série si vous êtes déjà pas très bien dans votre tête, parce que c'est une hécatombe. Et c'était vraiment ça, justement, l'époque, le sida de l'époque, c'était une hécatombe, les homosexuels voyaient tous leurs amis mourir les uns après les autres, parce que ça se transmettait vraiment extrêmement facilement à une époque où il y avait très peu de rapports protégés, où on parlait très peu de préservatifs, etc., etc., et très peu de prévention en général, beaucoup de gens même qui croyaient que ça n'existait pas. Il y a un personnage justement dans It's a Sin qui est un des plus jeunes et des plus fabuleux, etc. Et justement, lui, il a toute une scène dans le premier épisode de la saison où il parle à la caméra et il dit qu'en gros, le sida, c'est un complot qui a été créé par les hétérosexuels pour les empêcher de vivre, les empêcher de s'amuser, les empêcher de machin. Do you know what it really is, AIDS? It's a racket. It's a money-making scheme for drugs companies. Ça rappelle beaucoup de choses qui sont ressorties ces 2 dernières années. Du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, justement, à voir comment est-ce que cette communauté de l'intérieur a vécu tout ça. Les personnages sont tous extrêmement attachants, ils ont tous une personnalité qui marche très très bien, ils sont tous adorables. Il y a la nana qui est au milieu, qui est la fille APD. On appelle ça comme ça dans le milieu. Hein. C'est une fille APD, donc c'est une nana qui est hétéro, mais qui est amie avec tous les gars qu'elle peut trouver dans un coin. Tout son cercle d'amis est homosexuel. Il y a des filles qui s'entendent extrêmement bien avec les homosexuels. Il y en a un dont je me sentais beaucoup plus proche, qui était le personnage qui était un petit peu geek, qui était un petit peu timide et dans son coin, qui était machin. Donc du coup voilà, j'ai aussi vu un personnage sur lequel me projeter. Donc les personnages sont extrêmement attachants, ce qui nous fait d'autant plus ressentir la douleur et l'atrocité du sida qui est en train du coup de noyer la communauté et de la faire crever à petit feu. Donc voilà, c'est une série qui est à la fois tendre et touchante et qui sera aussi extrêmement dure et triste pour certains passages. On ne se détourne pas des différentes vérités qui sont à affronter pendant qu'on est malade du sida. Et donc c'est une série qui marche extrêmement bien et qui est importante pour un témoignage de l'époque également. Donc voilà, ça c'était une des séries que j'ai beaucoup aimé cette année. On a également dans les séries qui étaient plutôt cool cette année, mais alors je vais dire tout de suite que j'en suis pas un énorme fan comme vous, c'est Arcane. Je connais pas du tout l'univers League of Legends, donc déjà j'ai mis au moins 3 mois avant de la regarder. Parce que quand j'ai entendu que c'était une adaptation de ce truc-là, je me suis dit, j'en ai rien à foutre, j'ai jamais joué à ce jeu, j'y jouerai jamais, enfin je connais pas du tout le truc. J'ai surtout appris au bout d'un moment que c'était un prequel en fait, que c'était le début presque de toute l'histoire du jeu. Et donc je me suis dit, bon bah du coup si c'est un prequel, je peux le regarder, c'est pas si dommage. La série est super cool, mais je pense que vous vous êtes fait un petit peu avoir par la qualité graphique de la série. Parce que, en vrai, si vous regardez le scénario, c'est pas extraordinaire non plus. Toute la série est très bien, les personnages sont très bien, l'histoire est très bien, la musique est très bien, etc., etc. Mais je pense que vraiment le style d'animation a tellement bluffé les gens que
ça leur a fait dire putain c'est une série extraordinaire quoi, c'est la première fois qu'on voit une image comme ça. Et le truc c'est que moi qui m'intéresse aux effets spéciaux depuis leur arrivée, parce que j'étais gamin en 92 quand Jurassic Park est arrivé, ça a commencé bien avant, allez voir la chaîne de Gorkab, Nitrix, CGM, c'est pour aller voir l'histoire des effets spéciaux, mais quand on a vraiment commencé à démocratiser les effets spéciaux, c'était avec Jurassic Park en 92-13, 12 aux États-Unis et 13 chez nous je crois. Et ensuite du coup je me suis pris de fascination pour les effets spéciaux et j'ai continué à suivre comme le truc avançait. Et quand je vois l'animation d'Arcane, tout ce que je me dis c'est ça y est, ils ont perfectionné leur système d'animation 3D 2D. En fait c'est ça mon problème, c'est que quand je vois cette animation, je me dis pas oh mon dieu c'est extraordinaire, c'est super beau, etc. C'est ah oui ça y est, ils ont réussi à faire croire qu'un truc animé en 3D c'était de la 2D, et donc du coup maintenant on n'aura plus de 2D fait à la main parce que en fait ça coûte trop cher et c'est trop chiant, et maintenant on peut avoir le rendu parfait. Voilà, moi c'est le seul truc auquel j'ai pensé en fait. Tout ce que je voyais, j'étais pas déjà bluffé par la qualité parce que je voyais que c'était fait en 3D. Et une fois que tu vois que c'est fait en 3D, tu sais quelles astuces ont pu être utilisées, comment est-ce qu'ils ont pu faire tel ou tel truc, comment est-ce qu'ils ont pu manipuler le moteur de rendu pour arriver à des résultats que tu voulais. Et donc du coup, c'est très beau, hein, mais j'arrive pas à voir ça autre chose que comme de la triche. C'est mon problème avec l'animation 2D actuelle en ce moment, on va appeler ça 2,5D même. C'est l'animation 2D faite avec des modèles 3D qui ont juste un rendu pour ressembler à de la 2D quoi. Et c'est toujours mon problème dans l'animation, je déteste que ça devienne aussi imposant et aussi fort dans l'animation, c'est aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher, hein. C'est quand même beaucoup moins cher que de faire une animation qui est plus ou moins pensée automatiquement par le programme, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Faut créer toutes les pauses quand même au fur et à mesure, les intervalles entre les différentes pauses, et le programme va faire le calcul de ce qui est entre les deux. C'est beaucoup moins cher, ça prend beaucoup moins de temps, tu peux, si t'as des ratés, tu peux les corriger beaucoup plus facilement, etc. etc. Quand je vois la série, je vois toutes les astuces, je vois tous les trucs pour gruger, je vois que du coup, tu fais les décors en dessin à main parce que ça, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide à faire. Et par contre, les personnages en 3D qui doivent tourner sur eux-mêmes, qui doivent faire de la perspective, bouger en mouvement, etc. Enfin, oui, bouger en profondeur, bouger en mouvement, ça n'a pas de sens, mais bouger en profondeur. Tout ça, c'est ce qui est compliqué à animer finalement en 2D. C'est toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans les mouvements d'un corps humain quand il parle, quand il bouge, quand il fait machin. Et du coup, tout ça, c'est géré par le programme maintenant, quoi. Et du coup, moi, j'ai un problème avec ça. J'ai moins de problème, par exemple, avec Clone Wars, qui pourtant reprend plus ou moins la même idée. L'idée, en fait, c'est que Arcane essaye de ressembler à de la peinture telle qu'elle. Et Clone Wars utilise la peinture pour faire les textures des personnages. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça, d'utiliser la peinture pour faire des textures, pour faire un truc particulier qui peut être propre du coup à de l'animation 2D ou 3D, que de faire de l'animation 3D et ensuite de de peindre ça comme un camion, vraiment littéralement, quoi, et de dire regardez c'est de la 2D. J'arrive pas avec cette idée-là, elle m'énerve. Donc voilà, ça c'est par rapport au style, et du coup, le style m'a pas charmé comme ça a charmé beaucoup des gens qui ont regardé la série, et qui se sont dit putain c'est extraordinaire, c'est révolutionnaire, etc. Oui, l'animation est très belle, elle est en partie révolutionnaire pour certains trucs qu'ils ont réussi à faire qui n'étaient pas faisables avant, et je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme de la triche, et du coup, moi ça m'impressionne pas du coup, de voir une série avec ce rendu-là. Je dois dire que j'étais aussi un petit peu mal parti dans la série au début, les 3 premiers épisodes, je les ai trouvés d'un cliché consommé, mais à l'extrême, quoi. C'est vraiment les 2 orphelins qui sont recueillis par un voleur quelconque qui leur apprend du coup le métier, les clans du coup chez les pauvres, donc un qui est plutôt gentil, un qui est plutôt méchant et qui s'affrontent, etc. Enfin, je trouvais que tout ça, pour le coup, c'était d'un classique. Je me disais, mais c'est pas possible, ça peut quand même pas être ça l'histoire, c'est pas intéressant, enfin c'est tellement basique, on a vu ça dans 17 000 histoires. Rien que le début, orphelin récupéré par un mec qui vole des trucs, etc. C'est exactement l'histoire de Final Fantasy IX par exemple, qui est aussi un des gros clichés de Medieval Fantasy et trucs dans ce genre-là. Et du coup, je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu bloqué, un petit peu extérieur du coup à tout ce qui se passait. Je me disais, ouais, sympathique, mais et puis joli et tout ça, mais pas plus intéressant que ça, quoi. Et arrive la fin de l'épisode 3. Et quand à la fin de l'épisode 3, tu dis d'accord. Il fallait qu'on mette tout en place dans ces 3 premiers épisodes un peu clichés pour ensuite arriver au rapport entre les personnages vachement intéressant, vachement profond, le rapport entre Violet et Jinx. Ok, là ça marchait nickel. À partir du 3e épisode, je trouvais que la série marchait ultra bien. Il y a des trucs que j'ai trouvé parfois un petit peu étranges. Genre, t'as toute une scène où t'as... alors je sais plus qui est Victor, c'est le chercheur ou c'est le mec qui arrive finalement au conseil ensuite. Il y a 2 potes qui sont en train de chercher du coup comment diriger la magie qui permet de créer les portails du coup qui servent à se déplacer dans le monde de League of Legends. Et il y a toute une scène où il y en a un qui essaye de chercher comment le truc fonctionne, pendant que son collègue est en train de chercher la glotte de la nana qui est elle aussi au conseil, et pour essayer de la mettre dans son coin, etc. Enfin, je me dis, c'est un petit peu particulier. J'ai aussi trouvé très particulier justement ce même mec qui est au conseil,
qui ensuite se retrouve dans les bas-fonds, dans les bas quartiers de la ville, avec un marteau qui fait 3 fois sa taille pour défoncer des gangsters et des machins, et tu fais putain, c'est là que tu vois que c'est un truc de fantasy, quoi. T'imagines Anne Hidalgo qui sort du Conseil de Paris avec avec son énorme marteau entre là. Bon voilà, ça m'a fait marrer pour certains trucs. Mais sinon, c'est vrai que l'univers était vachement intéressant et les personnages étaient tous extrêmement attachants. Violet, j'ai trouvé vraiment excellente, mais Jinx, c'est un personnage qui est vraiment très cool. C'est une sorte de Joker un peu féminine qui a vraiment pété un câble à cause de certaines malchances qui se sont produites dans sa vie, et c'est une bonne raison de s'appeler Jinx, qui veut dire malchance. Enfin, clairement, elle joue tellement de malchance dans tout ce qui se passe ici, et je trouvais que la fin était effectivement très très belle. La fin où tu te dis, ils sont sur le point d'avoir tout ce qu'ils veulent, et cette conne a tout fait foirer. Enfin, cette conne. À cause de tout ce qui s'est passé dans sa vie, naturellement, logiquement, je comprends pourquoi elle arrive là, mais cette conne a tout fait foirer, et du coup tu te dis, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très beau et qui est très dramatique dans ce qui est en train de se passer dans cette fin, et les rapports entre les personnages sont du coup vachement intéressants, et c'est vrai que la série en général a une gueule qui est incroyable, tous les décors ont des designs qui sont ultra intéressants, il y a tout leur repère en dessous d'une espèce de colonne de néon, je sais pas trop quoi, là, qui est une gueule de ouf en tant que décor, la ville aussi est plutôt cool et plutôt bien foutue. Donc je vous avoue que effectivement c'était plutôt cool et je suivrai la saison 2. Mais je suis pas du tout comme vous en train de dire c'est la meilleure série d'animation qui a jamais été faite au monde, c'est jamais... Non. Non. C'était très très bien. Effectivement visuellement c'est assez cool et assez novateur, mais c'est pas la meilleure chose qui a été faite au monde. Voilà. Et puis ensuite, il y a 2 séries sur lesquelles j'ai déjà fait des vlogs, donc je vais aller très rapidement dessus, mais on a eu la saison 2 de Love Victor, qui était donc la suite de Love Simon, le film, et la série est à nouveau beaucoup plus intéressante que le film. J'ai quelques soucis avec, je vous encourage à aller voir le vlog pour voir ce qui se passe dedans. On va peut-être avoir des soucis en début de saison 3, mais grosso modo, ça reste quand même beaucoup plus pertinent et intéressant dans son thème, dans son message, dans ses personnages, dans son traitement, etc. que le film. Donc je conseille Love Victor, et puis on a eu la saison 4 de The Handmaid's Tale, donc La Servante Écarlate, qui était, à mon sens, extrêmement bonne. J'étais surpris de voir à quel point les commentaires étaient vachement négatifs en dessous du vlog. J'ai vu beaucoup de gens dire non, c'était trop long, c'était pas bien, on s'est fait chier, on s'est machin, et puis les personnages ils arrêtent pas de machin, et de changer d'avis, tout ça. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était très naturel, très bien amené, très logique, très cohérent, bien écrit, enfin j'ai eu aucun souci avec cette saison 4, et je trouve qu'il y a des scènes qui sont extrêmement fortes et extrêmement intéressantes. Le fait de sortir de Gilead, justement, c'est quelque chose qui est vachement intéressant déjà, et il y a des scènes qui sont très très belles, enfin justement avec tout le fait que maintenant elles sont en train d'essayer de régler leur traumatisme, justement. Et je trouve ça vachement intéressant, vachement fort. La scène entière dans le procès, où elle parle et elle fait son monologue en plan séquence, ça doit faire genre 4 ou 5 minutes de monologue, avec la caméra qui fait un long zoom sur elle, etc. La scène est d'une beauté et d'une tension qui est extraordinaire, quoi. I ask for justice. Et puis évidemment tout le symbole visuel avec le cercle qui revient, le cercle que créent les Maids dans le monde de Gilead, et qu'elle recrée ensuite à l'extérieur, et puis qu'elle recrée quand elle se venge, etc. Enfin, il y a des choses qui sont extraordinaires dans cette saison, donc moi j'ai adoré cette saison. J'ai plus peur pour la 5, effectivement, peut-être que si la 5, on n'arrive pas vraiment à l'affrontement final avec Gilead, ça va commencer un peu trop traîner et j'aurai du mal. Mais je comprends aussi que Hulu ait envie de continuer le truc parce que c'est une de leurs séries qui marche le mieux, donc bon, on va quand même essayer de gratter une saison ou deux de plus, quoi. Mais faut vraiment espérer qu'ils essayent de pas trop gratter et que les auteurs soient à la hauteur pour ne pas être dissolus dans le nombre d'épisodes rajoutés ensuite dans l'histoire. Et puis ensuite, on va passer au top. Et alors là, à part les 1 et le 2, toutes les séries sont nouvelles. Et là, c'est vraiment les trucs que j'ai trouvé excellents dans l'année. Donc allons-y pour le top 5. Young Royals. Cette série m'a été vachement conseillée justement quand j'ai parlé de Love Victor, dont je viens de parler vite fait. C'est une nouvelle série Netflix qui vient de Suède, un des pays froids qui sont au nord, et ça raconte l'histoire d'un prince héritier qui, en début de série, se fait piéger. Il y a une vidéo de lui qui est diffusée sur internet qui le montre en train d'être bourré dans une soirée ou un truc dans ce genre là, et comme évidemment c'est le fils de la famille royale, il est censé montrer l'exemple, il est censé rester bien dans la ligne, donc du coup la famille aime pas ça du tout, l'envoie en pension. Et en pension, ce jeune prince va se rendre compte qu'il est homosexuel et qu'il doit donc en bonne partie cacher sa vie sentimentale, puisque en termes de famille royale, c'est pas encore très accepté, c'est pas encore tout à fait toléré, il faut pouvoir perpétuer la lignée par exemple, ne serait-ce que ça, et donc il va être obligé de le cacher, et c'est compliqué de le cacher quand t'es en train de commencer à le découvrir et de le rechercher dans ton école avec le petit jeune homme dont tu es complètement amoureux.
Donc évidemment, il y a tout un tas de soucis qui vont se mettre en travers de sa route. Il y a certains de ses collègues de l'école qui vont commencer à essayer de lui jouer des tours, qui vont apprendre qu'il est justement homosexuel et qui vont soit le garder pour eux, soit le menacer, soit machin, etc. Donc ça va créer tout un tas de soucis, et puis on va du coup le voir vivre du coup son histoire amoureuse avec le jeune garçon qui lui plaît. Ça m'avait été très chaleureusement conseillé, et je dois admettre qu'effectivement, c'est une série qui est très intéressante. La fin pourrait se terminer telle quelle comme ça, mais j'aimerais quand même qu'il y ait une saison 2, parce que tel qu'on quitte le personnage, j'aurais pas envie que le reste de sa vie soit comme ça. Mais du coup, c'est vrai que la série était très très belle, je l'ai trouvée très touchante, très sympathique, tous les personnages étaient très attachants et très bons, très bien écrits. La série n'a pas une gueule extraordinaire, mais bon, ça se tourne entièrement dans un pensionnat avec des gamins, je suis pas sûr non plus qu'on puisse avoir des images qui sont ouf, mais il y a quelques cadres qui sont intéressants. C'est une très bonne série que je conseillerais du coup à tous ceux qui sont LGBT ou qui ont des affinités avec les LGBT. Voilà, passons au numéro 4. Midnight Mass, la nouvelle série de Mike Flanagan, qui avait aussi fait The Haunting of Hill House. J'ai d'ailleurs attrapé The Haunting of Bly Manor aussi cette année, que j'ai trouvé plutôt pas mal, même si effectivement beaucoup moins effrayant que la première saison, mais plutôt pas mal quand même. Et puis il a sorti du coup cette année Midnight Mass. Midnight Mass, c'est l'histoire d'un petit village dans lequel un homme, au début de la saison, revient après une longue absence et après plusieurs échecs et déceptions dans sa vie adulte, pour essayer du coup de se refaire auprès de sa famille. Il va rencontrer sa meilleure amie, enfin son amie d'enfance en tout cas, et puis surtout il va être confronté à la nouvelle ferveur religieuse qui est en train de gagner le petit village, parce qu'un nouveau prêtre a débarqué dans le village, et commence à réaliser des miracles. Mais en parallèle à ces miracles qui se réalisent, plusieurs événements étranges se produisent également dans l'île. Et donc, il y a tout un mystère qui est en train de se développer et qui est assez sombre et assez intéressant. Toute la série est une exploration du sens de la religion. Et vous savez que moi, la religion, c'est un truc lequel je peux avoir du mal. Mais quand on étudie la religion, justement, de façon un peu plus extérieure, même si on est très à l'intérieur, mais de façon un peu plus extérieure, je trouve ça un peu plus sympathique. Là, vraiment, la question, c'est en quoi est-ce que la religion peut aider certaines personnes, notamment à se remettre de différents traumas. C'est le truc du village, c'est que beaucoup des personnages ont des traumatismes dont ils essayent de se remettre, notamment beaucoup de traumatismes liés à la mort de quelqu'un, et chacun évoque du coup son rapport à la religion, et du coup son rapport à la vie après la mort, s'il pense qu'il y en a une, s'il pense qu'il n'y en a pas, selon tel ou tel truc, comment est-ce qu'il pense qu'il faut vivre sa vie. Il y a parfois, effectivement, les dialogues sont peut-être parfois un petit peu longs, parce qu'il y a beaucoup d'idées très complexes, et il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans beaucoup de dialogues, mais honnêtement, je les ai jamais lâchés, quoi. Enfin, vraiment, je trouvais que la série était extraordinairement intéressante, mais c'est ce qui fait qu'elle n'est pas au maximum du classement, c'est qu'effectivement, ça prend un petit peu trop son temps par-ci par-là, et tu te dis, c'est dommage. Sur ce petit moment-là, j'aurais besoin d'un petit coup de boost, et là, ce coup de boost n'est pas là, et donc du coup, c'est vrai que c'est un tout petit peu frustrant à ce niveau-là, mais j'ai quand même trouvé que la série était extraordinaire. J'ai trouvé que effectivement tous les thèmes et les idées abordées étaient vachement intéressants. Le traitement de la religion, j'ai trouvé ça assez génial aussi, et c'est assez génial parce que jusqu'au 4e, 5e épisode, tu comprends pas ce qui se passe, tu sais pas quel est le secret en fait. Et quand tu vois quel est le secret, et que tu remets du coup en contexte tout ce que tu as vu avant, tu fais « Oh putain, c'est une idée de génie, c'est magnifique !» Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains de se mettre dans l'épisode, mais quand vous arrivez à peu près à la moitié de la saison, vous allez vraiment vous rendre compte de tout ce qu'il y a de fascinant et d'intéressant en fait dans ce truc-là. Ça parle aussi de comment est-ce qu'on exploite la religion à de mauvaises fins pour certains trucs. Tu vois, il y a certains personnages qui voient quelque chose d'horrible se passer devant leurs yeux, et immédiatement ils commencent à théoriser tout un tas de trucs religieusement pour justifier ce qui vient de se passer et pour dire que c'était finalement très bien, etc. Donc il y a quelque chose qui est vachement fascinant avec tout ça, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé que c'était une série qui était très belle, très mélancolique, très triste, mais aussi très intéressante, très profonde, très touchante et très spirituelle. Et je vous recommande assez chaleureusement Midnight Mass. Le seul défaut de la série, c'est qu'à un moment vous allez voir des personnages arriver et vous allez sortir Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse, parce qu'il y a certains acteurs qui sont maquillés avec des prothèses. Je vais pas vous dire exactement en quoi, pourquoi, etc. Mais quand vous allez voir que ces personnages ont des prothèses, immédiatement chez vous, ça va indiquer le truc. Ah oui, donc ça veut dire qu'a priori, on risque de les voir dans certaines conditions un peu différentes, et peut-être que du coup, quand j'ai vu le premier personnage avec une prothèse arriver, j'ai fait « Ah oui, donc, il va y avoir un truc qui va faire que ce personnage va devenir... ou qu'on va le voir de telle ou telle façon. » Mais je savais pas exactement comment on allait le voir de telle ou telle façon, et du coup, quand la révélation est arrivée à l'épisode 3 ou 4, c'est là que je vous dis, tu remets en contexte les trucs, tu fais « Ah oui, d'accord, je vois très bien ce qui va se passer. » Donc voilà. Je pense vraiment que c'est une série qui est vachement intéressante et qui a beaucoup de choses à vous offrir, même si effectivement par moments elle pourrait être un petit peu dure à encaisser parce que peut-être un peu trop de dialogue et peut-être un peu trop sombre dans ces dialogues.
mais grosso modo, je trouve quand même que c'est une très bonne histoire, un bon mystère, servi par des acteurs excellents. Encore une fois, il y a beaucoup des acteurs de Haunting House, de The Haunting en général, of Hill House et Bly Manor, qui reviennent dans cette série-là, et encore une fois, ils sont tous plutôt bons. Très très bonne série, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je vous conseille de la regarder. Passons à la numéro 3. Mare of Easttown. Alors déjà, le titre est super particulier, mais c'est parce que c'est un jeu de mots en fait. Mare, c'est un prénom, pas très courant, je vous l'accorde, mais c'est un prénom, et du coup ça peut se relier à Mayor, le maire de Easttown, ce qui peut avoir du sens, non pas parce qu'elle est mère, du coup, dans le mairesse, le personnage qui est joué par Kate Winslet, mais elle est la chef inspectrice. En gros, elle travaille dans la police, dans une toute petite ville, dans laquelle il se passe pas grand-chose. Il y a une affaire qui était en cours, c'était une affaire de disparition de jeune fille, et beaucoup de gens détestent le personnage de Kate Winslet parce que elle fait pas avancer l'enquête et il y a toujours pas d'infos sur ces personnages-là, etc. Et en début de série, le premier meurtre de l'histoire de cette petite ville est commis. On retrouve une jeune femme au bord d'une rivière sans ses vêtements. Le personnage de Kate Winslet se voit chargé de l'enquête, forcément très compliqué étant donné qu'on est dans une toute petite ville où tout le monde la connaît, et bien évidemment le fait qu'elle connaisse tout le monde va aussi lui poser des problèmes quand elle va enquêter sur par exemple des proches à elle et qu'elle va devoir leur poser des questions qui sont particulièrement intimes, qu'elle va devoir les soupçonner de certaines choses, alors que c'est des gens qu'elle a connus toute sa vie, quoi. Et c'est une série qui a eu vachement de succès aux États-Unis quand elle est sortie. Je crois qu'elle est sur HBO Max et du coup elle est sortie sur OCS en France. Et je pense que ça a beaucoup plus américain, ce côté petite ville américaine qui sont rarement finalement dans le divertissement grand public. Il y a très peu de films ou de séries qui se passent dans des petites villes un peu anonymes. Tu te sens ancré dans la petite ville, tu vois les rapports entre absolument toutes les personnes qui vivent dans le truc. Donc c'est vachement intéressant. Ça a aussi plu parce que le mystère est vachement bien travaillé. Il y a énormément de fausses pistes, mais vraiment énormément. Il y a des événements ultra importants qui se déroulent. Genre, il y a des personnages auxquels tu commences à t'attacher pendant quelques épisodes et puis d'un seul coup... Et tu fais « Ah putain, déjà je l'avais pas vu venir » et puis ensuite c'est violent et tu comprends encore une fois tout le poids, toute la charge que cette meuf a sur son dos, et donc effectivement elle est dépressive de A à Z. Kate Winslet, elle a vachement été repérée pour le rôle parce que elle l'a joué à fond quoi, à 200%. Elle est pas maquillée dans les 3 quarts des scènes, sauf dans une scène où elle doit se maquiller parce qu'elle va dans une soirée justement en tant que personnage. Mais sinon elle a les poches sous les yeux, elle est pas coiffée, elle est pas machin, et elle a vachement travaillé à entretenir justement ce côté... brut de décoffrage, pas du tout maquillé, etc. à la hollywoodienne. Et c'est vrai que ça rend quelque chose d'assez viscéral et d'assez réaliste. Même si tu connais tous ces acteurs, tu sais très bien que c'est des acteurs hollywoodiens, tu les as déjà vus dans plein de trucs, mais pas tous évidemment, mais beaucoup tu les as déjà vus. Tu les sens quand même beaucoup plus proches des gens et beaucoup plus proches de la Terre, donc enfin bref. C'est vachement intéressant, et justement même le casting est fait pour mal t'orienter au niveau du suspect, parce que y a des gens, tu te dis mais on peut pas avoir casté cet acteur là pour qu'il serve à rien dans l'histoire, c'est forcément lui le plus coupable, et non pas du tout. Donc vraiment le mystère était vraiment très bien foutu, le côté très réaliste de la série était vachement bon, et les personnages sont ultra attachants. J'ai adoré le personnage de Mare. Justement, je préfère largement ça aux super-héros par exemple. Il y a eu beaucoup de super-héros dans le flop, il faut y en avoir aussi dans les tops, mais je préfère ce genre de personnage qui est beaucoup plus humain, qui a plus de fêlures, beaucoup plus de souffrance, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir des personnages comme ça avancer que des personnages qui font ça et c'est réglé, quoi. Donc personnellement j'ai adoré Mare of Easttown, j'ai beaucoup aimé la série, je vous conseille absolument de la regarder, c'est un très bon thriller, très bonne enquête, un petit peu évidemment dur, parce que c'est terre à terre, mais il y a des passages qui sont à mourir de rire également dans cette série, des répliques qui sont balancées et qui m'ont vraiment fait péter de... C'est rare que je rigole vraiment à gorge déployée devant des séries, des films et des trucs dans ce genre-là. Là, pour le coup, je me suis vraiment marré, quoi, dans certaines répliques. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder Mare of Easttown. Et enfin maintenant, passons aux têtes du classement. Je pense que vous avez déjà une idée de ce qui va être premier du coup, mais Loki était une série que j'ai adorée cette année. Les bandes annonces me l'avaient extrêmement bien vendue, mais la série elle-même s'est révélée beaucoup plus intéressante, créative, intelligemment écrite, magnifiquement bien tournée, audacieuse, originale visuellement. Encore une fois, il y a un vlog qui existe, il fait 1 heure en plus, donc je vais pas en faire des heures sur ce truc. Mais j'ai été vraiment très agréablement surpris de la série Loki. C'était déjà un de mes personnages préférés avant dans la MCU, mais alors là avec cette série je l'ai vraiment retrouvé exactement comme je l'aime. J'adore la performance de Tom Hiddleston, j'adore la performance de tous les acteurs qui sont dans cette série, j'adore l'histoire qui a été mise en place, même si, comme d'habitude avec le MCU, ça se mélange pas tout à fait correctement avec le reste. Il y a énormément de choses qui n'auraient pas dû exister si la TVA fonctionnait, et effectivement il y a une réplique
un peu basique pour du coup se libérer de tout ça, c'est finalement les maîtres du temps ont décidé que ça devait se passer comme ça, et que donc ce paradoxe temporel devait exister, qu'il est inclus de base dans la timeline, etc. C'est très facile. Mais aussi facile que ce soit, il faut admettre que pour beaucoup des problèmes que les gens peuvent reprocher à la série, ça marche. Je le redis encore, parce que je crois que je l'ai dit dans les vlogs, si les films du MCU produits jusque-là étaient tous du niveau de Loki, je serais un fan du MCU à l'heure actuelle. Même s'ils se raccordaient pas tout à fait bien entre eux, si chaque film pouvait proposer une expérience aussi intéressante, poussée, créative et intelligente que ce qu'a proposé le Loki, je serais un fan du MCU, je n'aurais jamais rien eu à reprocher au MCU de ma vie. Enfin, j'aimerais tous les films, quoi. Donc vraiment, c'est une série que j'ai trouvée extrêmement bien foutue. Mais ce n'est pas ma série de l'année. Encore une fois, je passe vite sur celle sur laquelle j'ai déjà fait des vlogs parce que ça sert à rien de rester des heures dessus, vous les connaissez déjà. Et vous pouvez avoir beaucoup plus de détails que ce que je pourrais vous dire dans cette vidéo-là en allant voir les vlogs. Mais du coup, ma série préférée de l'année, c'est... WandaVision. Pour tout ce que je viens de dire sur Loki, puissance 1000. C'est le premier produit du Marvel Cinematic Universe où je sens véritablement que les réalisateurs, le réalisateur, je crois qu'il est tout seul le mec, et les auteurs se sont éclatés. C'est une série qui est sur l'audiovisuel, par son thème et par sa mise en scène. J'apprécie cette série pour la liberté créative qu'elle peut avoir, et pour la créativité qu'elle peut avoir. Mais tu peux être créatif parce que t'es libre aussi. Je veux dire, le simple fait que chaque épisode commence avec une version différente de la chanson WandaVision et du générique. Tu sens que c'est une série qu'ils ont aimé faire, et tu sens que c'est une série qui aime ce dont elle parle. Le réalisateur, il me semble qu'il avait fait des sitcoms juste avant, et qu'il a un peu fait de cinéma ensuite. Et justement, du coup, il a le pied pile poil au milieu pour faire quelque chose de cinématographique autour d'une série télé. Il connaît les codes des deux, il connaît les codes de la sitcom et il connaît les codes du cinéma aussi. Et il sait comment les mélanger, il sait comment les utiliser en termes de mise en scène et comment, sur quoi insister, qu'est-ce qui représente véritablement telle ou telle époque. Chaque série qui a servi à inspirer un des épisodes est parfaitement retranscrite, parfaitement évoquée. Tout le côté Dick Van Dyke Show dans le début, et ensuite évolué tranquillement jusqu'à Malcolm et jusqu'à Parks and Recreation, et des trucs dans ce genre-là, pour évoluer de la sitcom originelle des années 50 jusqu'à celle qu'on a eue aujourd'hui, et donc l'évolution. Que cette évolution soit mise en parallèle avec celle de Wanda, qui est également une évolution de son état psychologique avec son processus de deuil. C'est un petit concentré d'hommage et à la fois de créativité. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils arrivent à faire hommage à une sitcom et en même temps à rester créatifs et à continuer à écrire leur histoire personnelle et à avancer dans leur délire, etc. Les performances d'acteurs étaient aux petits oignons, ils ont tous eu la possibilité de briller, que ce soit Elizabeth Olsen ou le Paul Bettany, ils ont tous les deux pu explorer leur registre à fond. Je suis toujours éberlué d'à quel point est-ce que Olsen arrive très bien à reproduire tout le style, toutes les mimiques, tous les mouvements, toute la façon de parler des femmes des différentes époques qu'elle incarne. Enfin vraiment, il y a un vrai tour de force en termes de jeu du coup à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par certaines évolutions du scénario, mais moi j'attendais rien de spécifique du scénario en fait. J'avais plein de mystères, mais j'attendais rien de spécifique. Le seul truc qui était un petit peu chiant, c'était le Ralph Bohner du coup, qui n'a amené à rien d'autre qu'une blague sur le mot érection. Mais finalement, même en apportant rien, ça a apporté quelque chose, parce que tu comprends du coup que c'est pas parce que t'as tel acteur de tel truc que ça va forcément venir de son univers à lui, c'est aussi pour montrer comment le multivers peut fonctionner ensuite par la suite, que c'est pas forcément parce que tu ressembles à tel mec que tu vas avoir son rôle, etc. Donc je pense que c'était quand même assez intéressant, et personnellement j'étais pas du tout déçu par la fin de la saison. Je sais pas pourquoi tout le monde a développé une espèce de haine pour les climax de fin avec des bastons, avec des effets spéciaux. Tu veux faire quoi d'autre en parlant de super-héros? On a fait un film de super-héros qui se finissait sans baston et sans effets spéciaux, ça s'appelait Wonder Woman 84. Tout le monde a dit que c'était de la merde. Donc faut arrêter maintenant, arrêtez de faire chier avec les climax. Je veux dire, c'est normal quand t'as des personnages qui ont du pouvoir, quand t'arrives au maximum, au pic de l'histoire, de l'action, des événements, etc., que forcément ce soit rempli de pouvoirs spéciaux et de chorégraphie et de pouvoirs spéciaux, de pouvoirs faits en effets spéciaux, du coup c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire continuer ma phrase, mais il me manquait un truc, mais je comprends pas quel est ce délire contre les fins avec des effets spéciaux, et puis oh le ciel qui est tout rouge et machin, enfin justement, ça rend super bien, quel est le problème avec ce truc? Voilà, je comprends pas le souci avec les climax, j'ai beaucoup aimé le climax de cette série, plus encore que le climax spécifique à Vision,
soit un climax oral et non pas un climax de baston quand ils sont en train de développer l'idée du vaisseau de Thésée et du coup quand tu retires une planche de bois de la coque et que tu la remplaces par une autre, une fois que tu auras remplacé toutes les planches de bois, est-ce que c'est toujours le vaisseau d'origine ou est-ce que c'est devenu autre chose, etc. Et le fait que l'affrontement final entre les deux visions soit un truc de logique, c'était parfait. Enfin vraiment, j'ai adoré ce truc-là. Donc voilà, c'est une série que j'adore, que je me repasse régulièrement. Vous êtes peut-être au courant, vous avez déjà vu les autres vidéos peut-être, mais j'ai créé mon propre montage de la série qui réunit tout dans un film en fait. Ça fait un film de 4h30 au final. Il y a des petites astuces qui sont un petit peu particulières à gérer parce qu'il y a certains épisodes avec des scènes post-génériques, donc il faut savoir où est-ce que tu installes la post-générique, où est-ce que tu la mets dans le truc. Mais j'ai fait ma propre version justement et qui marche de A à Z. Je suis trop content de cette version. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un travail qui est extraordinaire derrière cette série. Et que ça a donné quelque chose d'original, de qualité, avec une histoire vraiment fascinante, passionnante, une vraie exploration des personnages qui ont enfin eu une vraie personnalité. Enfin, Wanda et Vision, j'avais jamais particulièrement noté que c'était des personnages intéressants ou importants. Je savais qu'ils avaient leur petite romance du coup depuis Civil War et depuis Infinity War, mais ça allait pas au-delà de ça pour moi. Mais là, vraiment, du coup, on a vraiment exploré les personnages et on en a fait quelque chose de vachement profond, de vachement intéressant, en récupérant du coup certains trucs qui avaient été bien mis en place dans le MCU par Whedon, parce que aussi con que soit Whedon, malheureusement, il savait très bien gérer des trucs comme ça aussi gros et aussi vastes, et il savait quoi mettre en place pour ensuite préparer à l'avenir. Ce qu'ils ont beaucoup moins réussi à faire en phase 3, et c'est pour ça que la qualité est globalement beaucoup moins intéressante et que je dis qu'on ne sent pas vraiment la cohésion entre ces différents films. Elle est artificielle parce que certains films vous font croire qu'il y a une cohésion, mais en fait il n'y en a pas si tu regardes vraiment le truc. Bref. Encore une fois, et comme Loki, si le MCU avait fait que des trucs comme ça, je serais à fond dedans. Finalement, ils ont pas vraiment arrêté de faire ce qu'ils faisaient avant, parce qu'ils ont sorti Hawkeye récemment. Je n'ai toujours pas regardé un seul épisode parce que ça ne m'intéresse pas, et ça ressemble vraiment à du MCU de base, c'est-à-dire c'est fait pour te divertir pendant quelques minutes et puis ensuite t'y penses plus. Et puis on a eu quelques films qui étaient pas terribles. On a aussi, cela dit, eu Eternals cette année, qui était un film très intéressant de la part du MCU. Mais c'est vrai que le reste de ce qu'ils ont sorti, pour l'instant en phase 4, c'est très habituel, quoi. Donc je sais pas trop jusqu'où ça va évoluer. Mais au moins, j'aurais Loki et WandaVision à garder auprès de moi comme étant deux excellentes séries que j'ai adorées de A à Z, dans lesquelles j'étais investi, que j'ai trouvé belles, créatives, intéressantes, et que je vous conseille du coup de regarder, comme les 5 autres séries, enfin les 4 autres séries de ce top 5 du coup, les 3 autres, vu que je parle de Loki et WandaVision, mais vraiment comme tout le reste, je vous conseille de regarder ces tops, mais vraiment, je m'attendais pas à voir... On m'aurait dit un jour que ma série préférée dans une année, ce serait une série Marvel, je vous aurais chié à la gueule. Vraiment, je ne vous aurais pas cru, je vous aurais en plus chié à la gueule pour avoir osé insinuer que je pourrais aimer un truc du MCU. Et je me retrouve à défendre ces séries et à les mettre dans mon top. Enfin, voilà, c'est con à dire, hein, mais ça, c'est le résultat du travail. Quand j'ai du mal avec un film du MCU, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce qu'ils font l'effort minimum. Quand ils font l'effort, il y a certains films comme ça du MCU qui sont arrivés dans les tops, et parce que simplement ils étaient bons, quoi. Et donc ouais, quand il y a du travail dans le MCU, ben le travail paye. Ouais, c'est ça qui me fait chier avec le MCU, c'est que c'est pas une série qui fonctionne au mérite. C'est une série qui fonctionne parce qu'elle existe. Au début, il y a eu un peu de mérite avec certains films qui ont fait des trucs, et dès que le mérite a été chopé, Kevin Feige il a fait hop, maintenant on se calme, on se repose, on fait n'importe quoi. Et on essaiera de mélanger les trucs ensuite, on verra bien, de toute façon on est des scénarios, on est des scénaristes, on arrivera à trouver un truc. Hein? Non. Au bout d'un moment quand tu crées... Bon bref. Voilà pour ce qui concerne ces vidéos sur les séries de 2021. J'espère que ça vous aura plu, puisque c'est la première fois que je l'ai fait. Ça reviendra probablement du coup l'année prochaine, et du coup ça me permet de gagner quelques jours en plus pour finir mes rattrapages, ce que donc je vais faire tout de suite, dès que j'aurai fini le montage de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous vous aurez amusé, et on se retrouvera en fin de semaine prochaine pour les tops, les flops et les rattrapages. En principe, je commencerai par les rattrapages, et ensuite je ferai les tops et les flops, ça me paraît plus logique de le faire comme ça. Cette année, vu que j'ai déjà commencé les vidéos avant, on finira en beauté par les tops et les flops. Peut-être que je sortirai le rattrapage en dernier. Et le seul truc que je peux vous promettre à coup sûr, c'est les 3 vidéos sortiront assez proches les unes des autres parce qu'elles sont déjà très en retard. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le retard que ces vidéos prennent. Je profite du coup que ce soit une des dernières vidéos à sortir en janvier pour recevoir à nouveau une bonne année à tout le monde. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!